Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift, je suis Xavier Seu. Ici, on tente d'apporter des réponses concrètes aux grands enjeux de la transition écologique. Pour démarrer cet épisode, si vous n'êtes pas au volant, je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer la ville du futur. Si vous avez la même image que moi, c'est probablement celle qu'on y a collée il y a quelques années avec des utopies, des séries ou même parfois des plans d'architectes un peu ambitieux. On y voit des tours pleines de verdure, on y voit des parcs, des voitures qui parfois semblent un peu voler sans bruit, des larges espaces piétonniers. Au loin, on voit des banlieues vertes avec des maisons qui se confondent dans le décor naturel. Enfin, c'est tout beau, c'est tout joli, des petits oiseaux dans le ciel. Et c'est un peu ça la représentation qu'on m'a forcé à avoir de la ville du futur dans ma tête. Alors je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment tendre vers cet idéal ? Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un idéal pour de vrai. Est-ce que c'est réaliste et à quel horizon ? Qu'est-ce qui existe déjà de ce scénario ? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des choses concrètes aujourd'hui ? Est-ce que si vous habitez en ville aujourd'hui, on pourra vivre ça demain ? Et voilà, pour répondre à ces questions, je suis avec Clément Gaillard et on va faire une plongée dans le monde de la construction bioclimatique. Restez bien jusqu'au bout, on a des super histoires à vous raconter. Clément, tu es designer, urbaniste, écrivain, tu sors un bouquin le 12 mars sur le sujet. Bienvenue dans The Big Shift. Merci pour l'invitation, Xavier. Avec grand plaisir. Quand t'entends cette intro un peu futuriste de la ville verte, et a priori respirable, mais surtout vivable, est-ce que t'as l'impression qu'on est en train d'y aller ou que on se raconte un peu des rêves ? Honnêtement, sur la ville verte et le fantasme un peu d'une espèce de fusion entre architecture et végétal comme ça dans le futur, pour moi, c'est un peu un rêve qu'on se raconte. Un rêve qui est pas nouveau parce que quand on regarde les plans de Le Corbusier qui a un peu fait l'urbaniste qui a vraiment lancé l'utopie moderne au début du XXe siècle, lui faisait déjà des barres de bâtiments au milieu duquel il mettait de la végétation qui ressemblait plus à de la salade d'ailleurs, mais qui était là un peu pour venir combler les vides entre les bâtiments, quoi. Aujourd'hui, on a un peu le même imaginaire, on a ces images de tours, de bâtiments recouverts de végétaux, de plantes, tout ça. Et en fait, on essaie comme ça de vendre le fait qu'on peut construire des bâtiments, construire des infrastructures qui vont comme ça se fondre et se camoufler derrière le paysage. C'est un petit air d'avatar, quoi. Ouais, totalement, un air d'avatar. Sauf que c'est négliger en fait l'impact matériel que va avoir l'acte de construire et l'acte de mettre en mouvement tout ce qui va être la création d'un projet, d'un nouveau bâtiment. C'est négliger le fait qu'un mètre cube de béton représente plusieurs centaines de kilos de CO2. Bon, un mètre cube de béton, on estime, c'est 300 à 400 kilos de CO2. Donc il faut s'imaginer comme ça que quand on voit des tours, quand on voit des ouvrages construits, derrière, c'est des émissions qui ont été induites par cet acte de construire, quoi. Et donc le poudrage comme ça de la végétation est un peu une manière de masquer la chose, quoi. C'est du greenwashing ? Ah oui, c'est totalement du greenwashing. En plus, c'est vraiment là du greenwashing en acte, c'est-à-dire que on met des végétaux, on met des plantations pour cacher le bâtiment. Et c'est tellement du greenwashing que, en fait, on en oublie le paradoxe qui est de dire, il y a des études qui ont été faites en Italie sur ça, donc des études sur le cycle de vie du bâtiment. Qu'est-ce que ça induit en termes d'émissions de fabriquer le bâtiment ? Quand on commence à mettre des plantations, des arbres, tout ça, on doit faire des fosses, c'est-à-dire des bacs dans lesquels il y a de la terre. Et dans cette terre-là, elle va être plantée ces plantes. Ces fosses-là, donc un mètre cube de terre, ça pèse quelques tonnes. Et ça va rajouter du poids sur la construction, quoi. Et ce qui se passe, c'est que si on fait des bâtiments comme ça, très végétalisés, très plantés, donc c'est déjà des végétaux qui vont être hors sol, et on va se retrouver à mettre des fosses de plantation partout sur le bâtiment, et ça va alourdir sa structure, complexifier la mise en œuvre du bâtiment, et ça va faire des bâtiments paradoxalement plus polluants en termes d'émissions de CO2, à la construction, en tout cas. À la construction, qu'un bâtiment conventionnel. Et il ne faut pas faire croire que la croissance du végétal va rattraper le CO2 émis par le surplus induit par cet ouvrage. En fait, vraiment, il faut se rendre compte que quelques mètres cubes de béton ne sont pas rattrapés par la croissance d'une plante grimpante. C'est pas tout à fait comparable, quoi. Est-ce que c'est plutôt peut-être pour limiter les effets de chaleur induites par le soleil sur tes surfaces vitrées ou c'est même pas suffisant ? Si, il y a cet effet-là, mais c'est surtout une volonté vraiment de défendre une forme de construction qui s'insère dans le paysage, qui ne vient pas être en rupture avec le vivant,
Mais c'est purement un effet de masquage, de greenwashing sur ça. Le côté protection, on peut fabriquer des bâtiments qui se protègent très bien de la chaleur et on n'a pas besoin d'y mettre des végétaux forcément. D'ailleurs, si on expose un végétal on va dire à la chaleur, à une surchauffe, ce végétal-là, il est lui-même mis en danger en tant que vivant. Il ne faut pas oublier non plus que... Donc une surface vitrée réfléchissante, c'est pas forcément bon d'avoir des plantes grimpantes à côté, quoi. Non, pas forcément. Et puis il y a des paradoxes. En Chine, par exemple, ils ont fait récemment, il y a un quartier dont j'ai oublié le nom qui a été planté avec beaucoup de végétaux, comme ça, sur les balcons notamment. Et ce quartier, aujourd'hui, c'est un quartier fantôme. Il a été abandonné parce que il y avait deux choses. Les habitants n'avaient pas envie d'entretenir les plantes grimpantes qui ont été installées, les plantes et les arbustes qui ont été installés. Et surtout, ça, c'est un problème qui va être un problème majeur dans nos villes dans les années qui viennent, il y avait beaucoup trop de moustiques. Et ça fait fuir les habitants, tellement il y avait des moustiques. Parce que oui, qui dit flotte qui stagne, et dit arrivée des moustiques. On a eu des cas de chikungunya l'été dernier, c'est des cas qui vont se multiplier dans les années qui vont venir. Donc, est-ce qu'on a encore envie de ramener cette contrainte-là supplémentaire, c'est-à-dire des zones d'eau stagnantes à proximité des habitations? C'est un gros sujet parce qu'on a besoin d'eau dans les villes pour rafraîchir, mais ça pose un autre problème, quoi. Donc pour moi, c'est cette vision de fusion entre architecture et végétal, c'est purement du greenwashing parce qu'il faut voir derrière l'impact matériel qui est c'est quoi construire un bâtiment neuf, c'est quoi construire une tour en hauteur, qu'est-ce que ça implique en termes de fondation, de matériaux engagés, etc. Donc ça, c'est le cas évidemment pour des logements verticaux, je dirais. C'est probablement peut-être un peu moins le cas si on parle de logements individuels ou... J'imagine que là, pour le coup, c'est peut-être plus simple d'envisager une sorte de fusion entre l'espace aménagé et la végétalisation. Oui, tout à fait. Après, on va tomber dans la forme de ville qu'on appelle l'habitat pavillonnaire. Grosso modo, c'est la petite maison qui est entourée par son... terre. Ouais, c'est ça, qui est entourée par son petit terrain. Celle-ci, elle pose un autre problème, c'est qu'elle va grignoter de la surface. Et on a un sujet aussi de réduire l'imperméabilisation des surfaces, réduire la destruction des surfaces agricoles. Et donc le modèle pavillonnaire, il se heurte à ce problème-là qui vient grignoter. Il va s'étendre spatialement de manière horizontale. Et ça vient en fait directement impacter la consommation de sol, qui est une ressource aussi limitée, le sol. C'est un peu toute la tension qu'on a aujourd'hui dans la ville, c'est qu'on veut densifier les villes, donc plutôt chercher de la verticalité dans les villes, mais dans des villes déjà très denses, typiquement Paris, tout ça. Ce qui dit aller chercher la verticalité au sein de la ville, dit aller un peu chercher des jardins, des bouts de jardins, des bouts de parcs, des bouts de squares, etc., des bandes plantées, ce qui fait encore perdre un tout, parfois, c'est délicat, mais des zones de biodiversité, des zones de plantation. Il y a une vraie tension dans cette notion de densification de la ville, qui n'est pas aussi simple que ça, c'est qu'on peut densifier tout en gardant des poches végétales, mais c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Merci beaucoup pour cette introduction à ce sujet. Comment est-ce que tu t'es retrouvé, toi, à travailler sur la construction bioclimatique et justement ces aménagements territoriaux? Ça vient de loin, je pense. Je suis originaire d'une région viticole. Et en fait, dans les régions viticoles, très vite, quand on est enfant, on est exposé au fait que dans une vigne, il y a des trucs assez particuliers qui se passent. Par exemple, il y a un bout de vigne qui va geler, et puis une partie de la vigne qui ne va pas geler, alors qu'on est à quelques mètres de distance, quelques centaines de mètres de distance. Et ça va être lié au fait que parfois, il y a un muret qui aura retenu l'air froid, tout ça. Donc, la conception du fait qu'il y a des microclimats, des variations dans le climat à l'échelle très très fine, elle me vient sans doute de ce truc-là, de ce contact avec le monde viticole. Et après, je me suis retrouvé là-dedans parce que, par sensibilité écologique, à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant de se dire, mais comment est-ce que je peux imaginer un objet, vraiment de manière très générale, qui, en fait, s'adapte au contexte dans lequel il se trouve. La conception bioclimatique, c'est justement une manière de faire, de dire, tiens, comment je vais partir du climat dans lequel je me trouve, je vais identifier ses qualités et ses défauts, et je vais essayer de faire en sorte de concevoir un bâtiment, un ouvrage, un aménagement, un espace public qui vraiment profite des qualités climatiques et essaie de se protéger le plus possible des défauts de ce climat. C'est une manière de penser quelque chose en cohérence avec son milieu. Voilà. Ok, donc ça c'est la définition en gros d'une construction bioclimatique ou c'est plus large que ça? Pour moi, la conception bioclimatique, c'est le fait de concevoir un aménagement qui va exploiter le potentiel climatique d'un lieu. C'est-à-dire qu'il va essayer d'utiliser le climat pour répondre aux besoins élémentaires qui vont être chauffer, rafraîchir, éclairer, assurer une bonne qualité de l'air, etc. Se dire que le climat, vraiment, va être une ressource, d'une certaine manière. On a beaucoup parlé ces derniers temps, probablement que je suis un peu dans ma bulle quand je dis beaucoup parler, mais de l'avènement des maisons passives, de celles qui n'ont à peine
besoin de chauffage. Est-ce que c'est la même chose que bioclimatique ou est-ce que c'est un pan du sujet? Comment est-ce que tu vois le truc? C'est hyper intéressant. En fait, la notion de maison passive, c'est une notion qui vient plutôt du nord de l'Europe. Ça vient, grosso modo, du Danemark, de l'Allemagne, etc. Donc, c'est des pays qui ont des besoins de froid plus importants que ce qu'on a nous en France. Nous, en France, c'est particulier. Entre Marseille et Roubaix, vous avez des climats très différents et des besoins de chauffage qui sont complètement différents. Donc, en fait, déjà, rien que par l'origine de ce modèle, on voit qu'il dépend d'un climat qui est aussi différent d'une autre. La notion de maison passive, c'est effectivement une maison qui va être très, très économe dans son principe. Par contre, elle va, pour assurer cette économie, reposer sur un certain nombre de dispositifs qui peuvent être parfois complexes à mettre en œuvre. Typiquement, si on prend le cas du triple vitrage, donc c'est le fait d'avoir non pas un double, mais un triple vitrage. Les triples vitrages, c'est extrêmement économe parce que c'est beaucoup plus isolant qu'un double vitrage, même très isolant. Par contre, c'est des ouvrants qui vont être beaucoup plus lourds qu'un ouvrant classique. Donc là, potentiellement, ils vont se fatiguer quand on les ouvre et quand on les ferme. Et puis, ça va créer plein de choses dont on ne se rend pas compte. Par exemple, ça va nous couper de l'environnement acoustique. Quand vous êtes dans une maison passive, l'étanchéité à l'air fait que vous entendez moins le dehors. Quand vous avez moins, par exemple, le bruit des oiseaux, vous l'entendez moins dans une maison passive. Il y a aussi, dans les maisons passives, toute une logique de régulation des échanges d'air avec l'extérieur qui est très, très complexe. C'est-à-dire que la logique d'une maison passive, c'est que la chaleur que vous avez à l'intérieur, elle ne doit pas sortir. Donc, en fait, quand vous faites rentrer de l'air neuf, ce qui est nécessaire dans une habitation, vous êtes obligé de récupérer la chaleur qui va sortir pour préchauffer l'air entrant. On appelle ça une ventilation double flux. Bon, c'est des mécanismes un peu complexes, ça prend un peu de place, ça demande un peu de gaine de ventilation, tout ça. Donc, derrière ce côté de maison passive, c'est un modèle qui est très bien adapté aux pays où il y a des besoins de chauffage qui sont importants. Mais c'est une logique en termes de régulation des échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur qui est assez particulière, qui est très, très étanche finalement, qui est un peu la logique du thermos. Vous voyez, Ok, et donc ça c'est la différence. Donc ça c'est la définition de la maison passive par rapport à bioclimatique, c'est que dans bioclimatique on cherche pas forcément absolument à maximiser l'apport calorifique, mais on cherche plutôt à s'intégrer dans un climat local et à utiliser le climat pour le confort de vie plutôt qu'uniquement pour la chaleur, quoi. En fait, la conception bioclimatique, elle va déjà renier l'idée qu'il y a un modèle. C'est-à-dire qu'on n'a pas la maison passive, si tu veux, je peux en faire un modèle. C'est une maison avec 30 cm d'isolant, du triple vitrage partout, une ventilation double flux et beaucoup de scotch pour faire d'étanchéité à l'air. Ça, je caricature. Et ce truc-là, on peut le mettre un peu partout. Ça sera une maison passive. Je caricature. Okay. Et donc ça coûte plus cher qu'une maison traditionnelle à construire parce que c'est plus de matériaux, plus lourd, plus performant. Il faut voir sur le retour sur investissement s'il peut être intéressant dans des climats qui ont des gros besoins de chauffage. Mais la conception bioclimatique, elle va dire j'ai pas de modèle a priori, allons voir les qualités et défauts du climat et à partir de ça, je vais m'adapter. Et surtout, elle va se dire finalement, j'ai une logique un peu plus complexe. Dans la notion de maison passive, on trouve encore une notion qui est assez ancienne, qui est de dire j'ai ma source de chaleur ou ma source de fraîcheur qui est à l'intérieur et je vais essayer de bloquer les échanges avec l'extérieur d'une certaine manière ou les contrôler très fortement. En conception bioclimatique, ces échanges-là ils ne posent pas de problème tant qu'ils sont dans le bon sens. Je peux faire rentrer de l'air frais tant qu'il sert à la ventilation au bon moment de l'année. Donc c'est une logique qui est très beaucoup plus poreuse dans la manière d'envisager les choses et qui n'a pas de modèle pour le coup. En fait, par exemple, mettre un triple vitrage dans une maison bioclimatique, ça dépend d'où vous le mettez. Il peut être logique de le mettre sur une orientation nord. Par contre, sur le cas de Marseille, par exemple, avoir du triple vitrage au sud, ça peut être une mauvaise chose parce que le triple vitrage va faire rentrer moins de lumière et moins de chaleur en période hivernale. Okay. Et vous perdez un peu sur ça. Donc, en fait, il y a Et donc, par exemple, le triple vitrage va être un truc qui est trop performant pour une orientation sud à Marseille. Parce que donc c'est trop coûteux de le mettre. C'est vraiment une logique qui est un peu au cas par cas. Donc ça veut dire que si on reprend l'exemple de Marseille avec un vitrage au sud, plutôt que d'avoir un triple vitrage pour se protéger, ce qui en ferait quelque chose de passif, on aurait plutôt une solution qui serait saisonnière et qui serait de mettre un volet pour éviter à ce soleil de rentrer au moment où on n'en a pas besoin, quoi. Totalement. En fait, dans un climat comme Marseille, c'est paradoxal, mais la façade sud, parce qu'elle reçoit des apports solaires plus importants, elle est pas vraiment déperditive, même quand elle n'est pas isolée. C'est-à-dire qu'en fait, elle va recevoir une quantité de chaleur qui est telle que le sens du flux est positif, d'une certaine manière. Et ça, déjà, considérer que les façades ne vont pas être déperditives de la même manière, c'est déjà s'affranchir du fait qu'il faut isoler toutes les façades de la même manière. Façon, ouais. Et ça, c'est une logique qui est différente. Si on prend par exemple un mas traditionnel qu'on peut trouver en Provence, les mas traditionnels, ils ont aucune ouverture au nord.
C'est-à-dire que c'est complètement fermé. Ils ont des brise-vents, etc., pour se protéger du Mistral. Et par contre, ils vont être relativement ouverts au sud. Donc il y a déjà une logique de différenciation des ouvertures et presque de porosité un peu décroissante au fur et à mesure qu'on va vers l'orientation solaire. Ouais, ouais, c'est ça, l'orientation solaire. Donc c'est vraiment... c'est une logique qui est assez proche finalement, mais qui est proche dans le résultat, mais qui est différente dans la philosophie peut-être. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a des villes ou des quartiers dans lesquels on a déjà intégré des concepts bioclimatiques ou c'est pas encore le cas? Si, en fait, aujourd'hui, dans les quartiers neufs, ce qu'on appelle les projets de ZAC, tout ça, il y a régulièrement, en tout cas, c'est demandé de devoir faire des études climatiques, d'intégrer ce paramètre-là. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, si on veut, c'est plutôt un problème de hiérarchie. Dans un projet, aujourd'hui, la prise en compte des paramètres climatiques, elle va être subordonnée à d'autres critères qui vont être prioritaires, des critères de rentabilité foncière, des critères de vue, par exemple. Moi, il m'est arrivé d'étudier des projets où on avait fait des orientations ouest qui sont très défavorables du point de vue du confort thermique en été. Mais par fait, on avait fait ces orientations-là pour des questions de vue sur le paysage qui était à proximité. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on avait jugé que la vue était plus importante que la question du rafraîchissement en période estivale. C'est quand même une hiérarchie qui a questionné aujourd'hui. Est-ce qu'on préfère avoir une belle vue ou est-ce qu'on préfère être plutôt au frais ou alors, en tout cas, limiter les problèmes que je vais causer sur mon bâtiment en période estivale. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a plutôt tendance à se dire on aura un chauffage efficient et efficace, tout ce que tu veux, donc on peut se permettre d'avoir des ouvertures à l'ouest. Oui, c'est ça. En fait, on va se dire que grosso modo, vu qu'on a derrière la machine qui va ou nous la permettre... ventilation, la clim ou le chauffage. Exactement. En fait, on se dit, vu qu'on a la machine derrière qui va assurer le confort thermique, la liberté architecturale est totale. Et c'est ça le message de ce qu'on appelle le style international en architecture, qui est un truc qui arrive dans les années 60-70, qui est en gros la tour en verre qu'on voit partout. Si demain je te montre une tour en verre, tu seras capable de me dire si elle est aux États-Unis, à Moscou ou à Sao Paulo. Parce que cette tour en verre, on la voit partout. Ça, c'est vraiment le style international. Et derrière ça, la philosophie, c'est de dire aujourd'hui, parce qu'on a des moyens d'énergie abondante et pas chers, en fait, on s'en fout. Faites ce que vous voulez, les architectes, et la tour en verre au Brésil n'est pas plus absurde qu'à Moscou, quoi. Ouais, donc en fait, on considère que la technologie est ce qui sera suffisant pour tous nos bâtiments dans le futur, quoi. Ouais, totalement. C'est la logique encore aujourd'hui. Je veux dire, alors je comprends qu'effectivement, donc quand tu me dis rentabilité foncière, donc ça veut dire que dans des projets privés, c'est a priori c'est encore le cas. Même si j'ai l'impression que de plus en plus on intègre dans les projets fonciers la nécessité, par exemple, d'avoir des projets qui sont modulaires, c'est-à-dire réutilisables pour d'autres activités après leur première vie. Est-ce qu'on intègre aussi ces éléments bioclimatiques ? On les intègre un peu, mais comment dire ? Ils viennent sous un angle qui est souvent du calcul thermique, des éléments réglementaires qui font que la philosophie derrière est un peu forcée d'une certaine manière. De base, il faut avoir la sensibilité de se dire, sur un bâtiment, toutes mes orientations, elles vont avoir des valeurs très différentes, d'une certaine manière. Et là, quand je commence à vitrer ma façade ouest, je crée plus de problèmes que je n'en résous. Je crée plus de vulnérabilité que je résous de problèmes, finalement. Et ça, c'est plutôt la philosophie générale, parce qu'effectivement, derrière, aujourd'hui, on a des réglementations, ce qu'on appelle la RE 2020, qui va permettre de calculer des coefficients pour savoir si, effectivement, un bâtiment n'est pas trop vitré, etc. Mais déjà, il y a toujours moyen de négocier sur ce truc-là. Et puis, c'est pas la réglementation qui va faire avancer les choses, c'est la philosophie de base. Et est-ce que tu disais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ? Il n'y a qu'à voir la production architecturale de ces 10 dernières années en région parisienne. Si on regarde par exemple la tour du Haut, si on regarde la future tour Triangle, bon, j'ai pas en tête le coefficient de surface vitrée de la tour Triangle, mais ça va être assez élevé. C'est monumental. C'est monumental. Donc ça, c'est à la Défense. Ouais. Si on regarde un projet qui a beaucoup fait parler de lui, The Line, qui était le gros projet de Neom, voilà, c'est des trucs bons. Donc ça, c'est en Arabie Saoudite et c'est le projet d'une ville linéaire qui 200 km de long pour 500 mètres de large, un truc comme ça. Ouais. Non, mais un délire. Et donc une façade complètement vitrée. Un miroir même. Ouais, totalement. Mais en fait, déjà rien que ça, c'est ce qui se passe dans des villes comme Dubaï, aux Émirats, tout ça, ces tours-là qu'on voit vitrées qui sortent de terre, elles sont la démonstration d'un pouvoir qui est le pouvoir de l'énergie pas chère et abondante et infinie, quoi. En fait, elles disent, regardez, on a l'énergie de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est la vraie question, c'est comment est-ce que cette énergie, elle nous fait nous affranchir d'un certain nombre de paramètres environnementaux, de paramètres du milieu, dont le climat, qui est déterminant. Dans ce qu'on raconte là sur
les constructions bioclimatiques, qu'est-ce qu'on sait déjà faire? Alors, on a parlé effectivement orienter correctement une construction. Dans une ville, ce serait quoi les autres possibilités? On disait un peu en off tout à l'heure, un truc qui a complètement disparu, c'est les volets. Ça n'existe plus. Alors de fait, j'en ai moi ici dans mon appart qui a un immeuble qui date quand même des années probablement 1800 ou 1900, début des années 1900. Mais pourquoi est-ce que ça a disparu alors que a priori c'est quand même une solution hyper simple, quoi. En fait, ouais, par rapport à ce que tu disais sur la conception bioclimatique, elle coûte pas forcément plus cher. C'est juste une question de répartition, d'orientation des vitrages et de logique assez globale de comment je répartis mes vitrages. En ville, il faut déjà se dire que la ville en elle-même, c'est déjà un objet climatique particulier. C'est-à-dire que le climat local que crée une ville, on parle d'effet d'îlot de chaleur en période estivale, il est particulier et notamment ça c'est un truc qui est connu depuis au moins 2 siècles. Si je prends une maison en ville et je prends une maison à la campagne, exactement les mêmes, celle en ville, elle consommera un peu moins de chauffage. Parce que l'effet de la ville, l'effet d'îlot de chaleur, va faire qu'elle aura moins besoin de se chauffer. Elle va être notamment moins soumise à l'effet du vent. Ce qui, à l'époque où les bâtiments étaient moins étanches qu'aujourd'hui, était un vrai gain, le fait d'être protégé du vent. Et déjà, la ville en elle-même, elle crée des conditions particulières, quoi. Là où c'est plus complexe, c'est qu'en ville, il n'y a pas le même accès à l'ensoleillement. C'est-à-dire qu'en fonction de comment tu vas être orienté, est-ce que tes rues sont plus ou moins larges, etc., un bâtiment va pouvoir être bien exposé à l'ensoleillement, puis celui d'à côté, pas du tout. Même au sein d'un même immeuble, si tu imagines, tu as un bâtiment avec une belle façade sud et un qui a une façade nord, entre celui ou celle qui habite l'appartement au nord et celui qui habite au sud, ils n'ont pas du tout la même chance, quoi. Et presque, on pourrait imaginer dans les immeubles que celui ou celle qui habite au sud paye une partie des charges de chauffage de celui qui est au nord parce qu'il en a beaucoup plus, quoi. D'une certaine manière, on pourrait imaginer ce truc-là. Donc oui, dans les villes, tu évoquais le cas des volets. C'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que sous l'effet en fait de cette abondance énergétique qui, en gros, est arrivée dans les années 60, 50, il y a eu ce truc-là de se dire, finalement, tous les équipements qui apportent du confort de manière passive sont une contrainte supplémentaire. Le cas des volets, en fait, un volet, pour qu'il soit utile, il faut le manipuler. C'est-à-dire, il faut le fermer au bon moment, l'ouvrir au bon moment. En hiver, il faut le fermer la nuit parce qu'en fait, un volet, on l'oublie, mais quand on a un vitrage pas très performant, ça permet d'apporter un petit peu d'isolation pendant la nuit. Et puis, l'été, c'est l'inverse. Il faut faire en sorte de fermer la journée et d'ouvrir complètement pendant la nuit. Donc, ça demande une logique de penser à le faire. Et un truc tout bête, c'est quand on part travailler, c'est-à-dire qu'il faut penser à fermer ses volets l'été et laisser sa maison dans le noir. Quand on a des plantes vertes, parfois, on n'a pas envie de le faire. Par exemple, on dit, je vais laisser un peu de lumière pour mes plantes. Donc, il y a plein de choses psychologiques qui jouent de manière contrainte. Ce qui s'est passé, c'est que, vu quand on a par exemple le cas de la climatisation, si quelqu'un climatise chez soi, si mettons au début ils utilisaient bien ses volets, ils faisaient super gaffe, si demain il se rend compte qu'avec la clim en gros il peut contrôler le truc hyper rapidement et mettre un coup de clim parce qu'il a oublié de fermer ses volets la journée, en fait c'est la climatisation qui va assurer ici un rôle de protection solaire qui n'a pas été fait par la chose. Donc petit à petit les habitudes comme ça disparaissent. Et ça c'est dommage parce que en fait le volet, si on prend le cas du volet, il y avait une grande diversité de volets entre les villes. Moi j'ai beaucoup travaillé plutôt dans le sud de la France. Entre certaines villes, vous avez une diversité de volets qui vont dépendre, par exemple, sur les zones côtières, vous avez des volets persiennés, des volets avec des petites ouvertures pour faire la ventilation. Sur des villes un peu plus dans les terres, vous avez des volets plus épais, on appelle des volets à double lame croisée. C'est des volets avec 2 épaisseurs de bois, qui sont un peu plus isolants et beaucoup plus hermétiques. Donc, ça crée aussi du paysage, en fait, ce truc-là des volets. Et ça crée aussi de la culture. C'est-à-dire que, dans le cas d'Arles, par exemple, une ville du sud de la France que j'ai étudiée, le terme fermer ses volets en journée, on appelait ça s'encabaner ou se mettre en cabane, et ça faisait partie du mode de vie arlésien, mais qu'on a dans le sud. Grosso modo, on vit dans le noir en période estivale, on fait la sieste, etc., on décale les activités. Et tout ça, en fait, d'une certaine manière, on le perd quand on commence à normaliser les ambiances, climatiser ou chauffer de manière complètement indifférente. On perd cette diversité-là de mode de vie. On considère qu'en fait, il y a un mode de vie qui existe, c'est le mode de vie standard, et qu'après, on est censé pouvoir plier notre environnement à ce mode de vie et pas le contraire, quoi. Ouais, totalement. Sur ça, il y a un exemple qui est génial, c'est un anthropologue qui s'appelle Lawrence Willey, je crois, qui a écrit un livre qui s'appelle Un village de Vaucluse, je crois, le livre, où il raconte, en fait, lui, c'est un sociologue qui vient des États-Unis et il est emménagé dans un village qui s'appelle Péranne, dans le sud de la France. Et il explique à un moment dans le livre qu'il a écrit qu'il a eu énormément de mal
quand il a emménagé dans cette maison, à la chauffer. Il disait que j'avais des factures de chauffage délirantes et tout, parce que en fait, j'avais importé des États-Unis ma logique qui est de dire il faut chauffer toutes les pièces de la même manière. Et à un moment, il commençait à regarder les paysans du coin et il s'est rendu compte qu'en fait, les paysans là-bas ne chauffaient que la grande salle qui était la salle, en gros, le salon, quoi. Et il s'est mis justement à dire ok, je vais arrêter de tout leur chauffer, je vais juste chauffer le salon et je vais regrouper les activités dans le salon en allumant la cheminée. Et en fait, il explique ah oui, là, tout d'un coup, j'ai eu mes factures de chauffage qui ont baissé et j'ai réussi à habiter en cohérence en fait avec le climat et le bâtiment traditionnel dans lequel j'étais. Par contre, il dit ça impliquait des compromis. C'est-à-dire que vu que mes enfants jouaient dans la salle où je travaillais, il fallait qu'ils ne fassent pas trop de bruit, que moi j'accepte aussi le fait qu'ils parfois ils fassent un peu de bruit, etc. Donc ça crée de la promiscuité au sein du bâtiment. Mais on voit en fait l'évolution d'une logique, d'une manière de chauffer qui est très uniforme à une logique qu'on a plus dans le bâtiment traditionnel, qui est de dire on va chauffer stratégiquement certaines pièces. C'est intéressant. Est-ce que du coup, là si on revient sur la ville et notamment parce qu'on parle beaucoup de confort d'hiver et d'isolation, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec le réchauffement climatique, il faut surtout parler, et tu parlais des îlots de chaleur urbains, de confort d'été. Et notamment, tu vois, quand je regarde le DPE, j'ai déménagé cet été, on se rend compte que tout prend en compte le froid potentiel, et notamment les frais de chauffage, etc. Mais il n'y a rien qui prend vraiment en compte le chaud et le trop chaud. Pourquoi est-ce qu'on sous-estime le confort d'été alors que ça fait partie des plus gros sujets, notamment en ville, des prochaines années Est-ce que du coup la consommation massive de climatisation va être un peu obligatoire, ou est-ce qu'en 2050 on pourra encore en ville avoir des logements qui sont non climatisés dans une ville comme Paris par exemple? Grosse question. Pourquoi est-ce qu'on prend en compte quasiment exclusivement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les questions plutôt de chauffage? Ce qui se passe, c'est que notre rapport à la thermique dans le bâtiment, elle a été structurée par le choc pétrolier en 73. En gros, en 73, il y a eu une augmentation brusque du prix du baril, qui a provoqué un vent de panique. Et juste l'année d'après, en 1974, on a la première réglementation en France sur l'isolation des bâtiments, qui arrive en 1974. Et cette réglementation, elle était exclusivement sur l'isolation. En fait, en gros, l'isolation, c'est de dire, j'ai un chauffage dans mon bâtiment et je veux pas que la chaleur sorte. Et cette logique-là de je chauffe à l'intérieur et je veux pas que ça sorte, c'est une logique qui a prévalu dans le rapport au bâtiment jusqu'à très récemment. C'est-à-dire, en fait, dans ce cas-là, on va se dire, j'ai une source de chauffage, j'ai un point de chauffage et je veux pas que ça sorte. La thermique d'été, c'est différent. Là, la source de chauffage, elle est à l'extérieur, on veut pas qu'elle rentre. Donc c'est déjà, en fait, on inverse le problème. Et ça, déjà, ça demande une philosophie qui est aussi particulière. Par exemple, sur le cas si on prend un cas tout bête de différence entre les deux, si je suis sur ma logique de chauffage, je chauffe l'intérieur et je veux pas que la chaleur sorte. Effectivement, un vitrage et un mur, ça peut être, il y a une partie de la chaleur qui peut passer s'ils sont pas isolés. Ok. Et puis la fenêtre, elle va laisser passer un peu plus de chaleur que le mur, mais un peu plus. Si j'inverse ce sujet, si je regarde pour la période estivale, en fait, là c'est différent parce qu'un vitrage, il fait rentrer 50 à 100 fois plus d'énergie qu'un mur, de par la transparence du verre. Donc en fait, déjà, les ordres de grandeur sont tout à fait différentes. La protection solaire devient, on va dire, une espèce d'évidence quand on pense les questions de thermique d'été, thermique estivale. Et ouais, ce truc du DPE, en fait, on a cette espèce de reliquat, vu que le monde du bâtiment évolue très lentement, cette espèce de reliquat de, en gros, j'ai de la chaleur dans mon bâtiment et je veux pas que ça sorte. Et c'est vraiment ce truc-là de dire, on va travailler sur l'enveloppe et l'isolation de l'enveloppe, qui est un truc extrêmement basique, en fait, en thermique du bâtiment. Ça, je sais pas si on peut rentrer dans le détail de l'histoire, mais aujourd'hui, notre approche à l'isolation du bâtiment, en fait, elle est structurée de la même manière que... En gros, les industriels de l'industrie frigorifique des États-Unis ont mis en place, dans les années fin 19e, début 20e, c'est eux qui ont développé les méthodes de calcul aujourd'hui qu'on a en thermique classique, notamment la thermique du DPE. En gros, ils ont dit, il faut faire en sorte de considérer que le bâtiment, c'est un élément qui va être étanche et on va limiter les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, quoi, le plus possible. Et ça c'est encore une philosophie qui est assez présente dans la manière d'approcher la thermique. Et voilà, donc on a un DPE qui est encore très orienté sur ce vieux problème du chauffage, on pourrait dire, qui est un truc qui a hanté vraiment le bâtiment juste après le choc pétrolier. Et après, tu évoquais le cas des questions de... Donc les enjeux de confort d'été, ils sont évoqués dans le bâtiment depuis un certain nombre d'années. Il y a une structure qui s'appelle Envirobat BDM, qui est un réseau du bâtiment durable qui est basé dans toute la région PACA, à Marseille. Là où le réchauffement est le plus important en France. Ouais. Mais eux, ça fait peut-être 15 ou 20 ans qu'ils portent les sujets qu'on appelle le confort d'été. C'est en gros les sujets de surchauffe du bâtiment. Aujourd'hui, ils font un peu autorité sur les questions, ils ont diffusé le sujet. Mais en fait, parmi les spécialistes, ça fait 15-20 ans que la question est sur la table.
Et après, le temps qu'elle se diffuse, ça prend un peu de temps. Et puis, la canicule de 2003 a fait une espèce de choc, une prise de conscience sur le sujet. T'évoquais le cas de la climatisation. Est-ce qu'on pourra vivre dans une ville en 2050 sans climatisation ? Ça, c'est une vraie question et j'en suis pas sûr. Parce que l'effet d'îlot de chaleur est tel, aujourd'hui, dans certaines villes, alors tu prenais le cas de Paris, qu'on se retrouve avec des températures minimales dans les villes qui, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, deviennent dangereuses pour la santé. On sait que dans la littérature sur les impacts sanitaires de la chaleur, la température maximale elle est importante, ok, que ça monte à 40, 45, ça peut jouer sur notamment les personnes qui travaillent dehors, les coups de chaleur des personnes âgées, etc. Mais sur une grande séquence, la fatigue, elle vient du fait surtout que les personnes n'arrivent pas à se reposer, n'arrivent pas à dormir. Et sur ça, c'est la température minimale qui va être importante. Quand il fait 29 de température minimale, dans un bâtiment, il fait au moins 31. C'est-à-dire que la température est toujours légèrement supérieure. Et ça, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ça devient en fait fatigant pour les corps qui ne sont pas habitués. On considère qu'en 2100, en France, on pourrait avoir jusqu'à 120 jours de climat tropical par an. Ouais. Donc ça veut dire un tiers de l'année, quoi. Oui, les nuits tropicales, c'est le seuil, durant lequel la nuit ne redescend, enfin la température ne redescend pas en dessous de 20 degrés. Et presque ce seuil de nuit tropicale qui a été inventé récemment, déjà qui n'est pas très bien nommé, nuit tropicale, bref. Ça donne envie presque. Ouais, c'est ça. Mais le terme de nuit chaude n'est pas mieux non plus. Parce que c'est le terme qu'utilise Météo France. Et bref, mais tout ça pour dire que ce seuil-là, en fait, maintenant, c'est presque le seuil de 25 degrés qui sera significatif pour certaines villes. Par exemple, le cas de Nice, aujourd'hui, ils ont eu 60 jours de suite de nuit tropicale. En fait, on aurait presque envie d'avoir le seuil où c'est passé au-dessus de 25 degrés, ce qui était le cas aussi à certains moments. Et ça, ça pose problème. C'est-à-dire que ce qu'on s'est rendu compte avec les villes, c'est un peu l'effet canicule de 2003, c'est que l'effet d'îlot de chaleur qui était considéré plutôt comme quelque chose de positif à la fin des années 2000, fin des années 90, on va dire plutôt, on s'est rendu compte que ça se renversait et que ça créait une catastrophe sanitaire parce que ça venait relever ces températures minimales et créer cette surmortalité en période estivale. Alors après, climatiser, là où ça devient intéressant, c'est que justement, on va pouvoir faire baisser la température et arriver à dormir confortablement. Le sujet étant que la clim va rejeter de la chaleur à l'extérieur. Exact. Ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, sur Paris, on a des modélisations qui ont été faites et l'intensité des lieux de chaleur sur Paris est telle qu'en gros, la clim, elle rajoute 1 degré en plus, ce qui paraît relativement négligeable par rapport à l'intensité des lieux de chaleur qui peut être de plus 8, plus 9, plus 10 degrés parfois, en maximum. En moyenne, on est plutôt autour de 3 ou 4 degrés. Mais c'est une belle contribution quand même déjà pour une techno, en fait. C'est pas... Mais qui posera la question du compromis qu'on veut faire. Quand on va avoir des températures minimales trop élevées sur plusieurs séquences, sur une durée importante, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? La question aussi, c'est quelle température on met la clim. On dit souvent la clim, etc. En fait, mettre une clim à 26, c'est beaucoup mieux que de mettre une clim à 23. On la fait beaucoup moins travailler, elle consommera beaucoup moins. Et puis, il y a aussi des synergies. C'est-à-dire qu'on a en France un sujet, c'est qu'on utilise très très peu les ventilateurs et les brasseurs d'air. Les brasseurs d'air, c'est les ventilateurs de plafond. On sait que les ventilateurs de plafond, ça fonctionne très bien jusqu'à 31-32 degrés. Et en combinaison de la climatisation, on peut avoir justement une température qu'on va relever en climatisation et activer le brasseur d'air, ça va faire un effet de fraîcheur. Vous mettez la clim à 26 plus le brasseur d'air, vous avez un ressenti de 23. Vous voyez ? Donc on a un sujet vraiment de manque de développement, et ça a été documenté dans les études, le brasseur d'air est trop peu utilisé en France. Ça se développe, ça vient avec la nouvelle réglementation neuve, mais paradoxalement, en Belgique, qui n'a pas un climat plus chaud que nous, ils ont plus de brasseurs d'air. Vous allez dans des bars, il y a beaucoup plus de brasseurs d'air que chez nous. Aux États-Unis, ils ont des brasseurs d'air partout, même dans les espaces extérieurs, dans les loggias, etc., ils ont des brasseurs d'air. Et dans les zones tropicales, j'en parle même pas, il y en a partout aussi. Donc, en fait, voilà, il faut un des sujets... Une histoire d'adaptation, quoi. Ouais. La crispation sur interdire la clim ou la généraliser partout, vraiment, pour moi, c'est un faux débat. La clim va se développer parce que aujourd'hui, il y a peut-être un quart à un tiers des logements qui mettent clim, et puis en fait, on va arriver sans doute au niveau du Japon ou des États-Unis, quoi. Ça va être 80% de la population qui va en avoir. Mais la même manière, il faut accompagner ce truc-là de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas des effets délétères sur l'environnement et puis qu'on arrive à réduire la consommation de ce truc-là. Et une analogie que j'aime bien faire, de la même manière que ça nous paraît absurde aujourd'hui de chauffer un bâtiment avec les fenêtres et les portes ouvertes, à mon sens, ça me paraît absurde de vouloir climatiser un bâtiment qui n'est pas protégé par les protections solaires. C'est-à-dire que si on n'assure pas la protection minimale du bâtiment, en fait, la climatisation, elle va juste servir à évacuer de la chaleur qui n'aurait pas dû rentrer, d'une certaine manière. Donc il faut accompagner là-dessus.
Et ça, c'est un peu le gros sujet, je pense. Donc ça fonctionne en construction. Donc on a bien dit, effectivement, en construction bioclimatique, ça se fait. D'ailleurs, on a bien vu dans les années 60-70 qu'il y avait des personnes qui se lançaient dans des constructions bioclimatiques avec des maisons absolument fabuleuses sur 2 étages, avec toute une surface vitrée qui suit la courbe de déplacement du soleil dans le ciel. Enfin, des trucs un peu fous, qui paraissent fous, mais tu me disais qu'ils n'étaient pas si chers que ça, en fait, avec des gens qui ont fait ça eux-mêmes. Pourquoi est-ce que du coup, quand on a de la place sur son terrain, une bonne orientation, on n'a pas forcément cette conception bioclimatique en tête? Est-ce que tous les architectes sont capables de le faire? Si là, un de mes auditeurs ou auditrices a envie de se faire construire une maison et qu'il a envie justement de prendre en compte ces trucs-là, est-ce qu'il faut aller chercher quelque chose de spécifique pour pouvoir ou se former ou être accompagné? Alors, il y a une partie qu'on peut faire en auto-formation tout seul. Notamment, je recommande moi 2 livres. Il y a un livre de David Wright qui s'appelle Le Manuel d'architecture naturelle, qui est un livre qui explique pas mal de bases, de thermique, etc. Et qui explique aussi, ça c'est un sujet qui est fondamental, la course de l'ensoleillement. Parce que t'évoquais le fait, est-ce que tous les architectes connaissent ce truc-là? Ils sont dans leur formation normalement initiés à ces sujets de bioclimatisme, de géométrie de l'ensoleillement, etc. Pourtant, moi, il m'est arrivé d'entendre certains architectes qui m'ont dit oui, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En fait, c'est pas tout à fait juste parce que, en gros, en fonction de à quel moment on va être dans l'année, si on est vraiment et à quel endroit t'es sur le globe. C'est ça. Mais même dans une période de l'année, ça va beaucoup jouer. Si vous êtes au solstice d'été, le 21, autour du 21 juin, en fait, le soleil, il va se lever côté nord-est et se coucher, côté nord-ouest. Donc en fait, il se passe vraiment presque beaucoup plus au nord. Et puis, à l'inverse, en période hivernale, autour du solstice d'hiver, le soleil va se lever au sud-est et se coucher au sud-ouest. Et ça joue énormément, notamment sur un truc, je vais revenir à mon histoire d'orientation, mais sur la façade sud. La façade sud, par sa positionnement, du point de vue vraiment bêtement astronomique, la hauteur du soleil varie énormément sur une façade sud. Et ça, c'est déjà un truc qui joue beaucoup en notre faveur. C'est-à-dire qu'en hiver, on va avoir un soleil qui va être bas, on va pouvoir le faire rentrer dans la construction, puis en été, il va être beaucoup plus haut, on va pouvoir s'en protéger avec une protection solaire. Donc, si on veut comprendre déjà les bases de ce truc-là, il faut regarder la géométrie de l'ensoleillement. Et je parlais de l'orientation de la façade ouest. La façade ouest, c'est une façade qui, en hiver, va recevoir assez peu d'ensoleillement, parce que le soleil va se coucher plutôt au sud-ouest. Par contre, en été, elle va en recevoir beaucoup. Et là, ça devient du coup défavorable. On se dit, on est en train de créer, si je crée une ouverture à l'ouest, elle ne me sert pas à grand-chose en hiver. Par contre, en été, elle va capter alors que j'ai pas envie de recevoir. Et donc, c'est cette logique-là de se dire à quel moment je veux, à quel moment je veux pas. Donc oui, je recommandais ce livre, le Manuel d'architecture naturelle de David Wright. Il y a un autre livre d'Edouard Mazria qui est un peu plus technique, qui s'appelle Le Guide de la maison solaire, je crois. Ça, c'est des manuels qui sont assez accessibles et qui permettent de s'initier à ces bases de géométrie de l'ensoleillement, calcul thermique, rudimentaire, compréhension des phénomènes thermiques, etc. Et il faut se dire que ça peut paraître paradoxal, mais quand on veut faire une maison bioclimatique, ça nous oblige à avoir une certaine forme de culture de ces sujets, de comprendre ah oui, c'est quoi l'ensoleillement? Qu'est-ce que c'est que la course du soleil? Ah oui, c'est quoi un solstice? Ah, c'est quoi les saisons, etc. Donc ça nous oblige à nous réintégrer en fait notre raisonnement dans un milieu écologique, de comprendre un peu mieux la thermique, etc. Donc c'est aussi une forme de... J'aime beaucoup cette phrase, il y a un architecte, donc David Wright justement, celui qui a écrit le livre, il dit « Les habitants des maisons bioclimatiques sont comme les marins, ils regardent soigneusement le temps. » Et c'est vrai qu'en fait, quand vous avez une maison qui fonctionne avec le climat, vous êtes un peu comme un marin. Vous anticipez en disant ah oui, là je vais avoir 2 jours de nuages, peut-être que je fasse rentrer le plus possible d'ensoleillement, etc. Donc c'est toute une logique et c'est un rapport à votre maison qui est complètement différent. Et un rapport à la nature. On parlait du coup de se reconnecter à la nature avec Arthur Aubeuf il y a quelques jours. Hyper intéressant de se dire qu'en fait juste la conception de ta maison fait que tu vas être proche ou loin. Et quand tu parles de triple vitrage qui t'éloigne du chant des oiseaux, je pense que ça vient aussi là-dedans, dans ce est-ce que je me reconnecte ou est-ce que je me déconnecte. Ouais, totalement. C'est vraiment... ça fait partie... Il faut se dire qu'en fait, un bâtiment, c'est un abri, mais c'est aussi un moyen de médiation en fait, entre l'environnement et l'homme. Et ça, c'est important. En fait, quand vous avez n'importe quoi, une pergola ou une galerie vitrée au sud, vous allez voir que quand vous l'habitez, en hiver, vous avez envie d'y mettre un fauteuil et d'aller bouquiner dessus, parce que ça va induire des modes de vie, des choses comme ça. Donc ça, c'est hyper important. Et tu disais, pourquoi est-ce que c'est pas développé? Pourquoi est-ce que on voit pas tant de maisons bioclimatiques que ça? En fait, derrière, c'est la logique d'image. Aujourd'hui, ce qui fait rêver, je caricature, mais ça va être la villa moderne avec des façades blanches, le gravier blanc là devant, l'olivier à la con qui va être acheté en pot machin, et les belles voitures garées devant, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a une image un peu de la villa idéale, la maison idéale, qui est un truc très stéréotypé et qui est très décorrélé aussi du climat.
Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, c'est nos imaginaires, nos manières de rêver, nos manières de désirer qui sont problématiques. Et on le voit aussi dans l'évolution de l'architecture dans les pays du Sud global. Si on prend le cas, par exemple, des constructions traditionnelles qu'on peut observer au Maroc ou dans d'autres pays comme ça, on voit que sous l'influence de l'imaginaire occidental, il y a des évolutions d'architecture qui viennent créer des problèmes climatiques. Je prends un truc tout bête. Parce que quand tu vas voir les maisons tropicales du centre du continent africain, c'est des constructions qui traditionnellement avaient des grands toits de chaume comme ça, vraiment. Et en fait, la toiture était l'élément architectural fondamental. Parce qu'en latitude tropicale, le soleil est très haut, donc c'est vraiment la toiture qui va assurer ta protection. Et donc, presque, c'est des maisons que de toiture, quoi. C'est une espèce de gros chapeau. Et en fait, il y a un ingénieur qui a étudié ça. Il s'est rendu compte que sous l'influence du modèle occidental, nous, sur nos bâtiments, c'est la façade qui est prédominante. La toiture, elle est un peu cachée derrière la façade. En fait, il a vu l'évolution de ces constructions traditionnelles. En fait, la toiture était de plus en plus petite et on voit la façade qui montait et qui gagnait en hauteur et qui devenait de plus en plus vitrée. Et ça crée des problèmes thermiques parce que voilà, la façade va capter l'ensoleillement à l'ouest, ça va surchauffer, etc. Mais tu vois, la perte d'un modèle qui était climatiquement adapté. Alors, après, c'était effectivement pas très confortable d'habiter ces constructions et puis on a envie de rêver d'avoir une construction plus confortable. Mais la question, c'est qu'on importe des modèles, des imaginaires qui nous font perdre un peu la singularité, la spécificité et presque, on va dire, la beauté, la culture et la beauté des constructions qu'on avait sur place, quoi. Ça, c'est dommage, parce que... Comment ça s'appelle déjà ce truc? C'est le Occidental Minimalist Design ou je sais pas quoi. Ah oui, sans doute. Qui est le truc, en fait, où quand tu vois... avant, quand tu te baladais dans une ville et que tu voyais un lampadaire, tu savais à peu près où tu te situais dans le monde. Et aujourd'hui, un lampadaire, c'est même partout. Tu parlais des tours, tu te balades dans un quartier d'affaires, tu peux pas savoir où tu te situes dans le monde, juste c'est un quartier avec des tours et bétonné. Et il y a une sorte de standardisation, uniformisation qui refuse les spécificités culturelles de chaque lieu dans lequel on se trouve. Et ça, alors, je sais pas si on va pas dériver un peu, mais c'est un sujet, je trouve, je pense, important. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'écologie, tout ça, etc. Mais derrière, il y a une question qui, pour moi, m'intéresse énormément, c'est la question de la culture et puis d'identité aussi d'une région ou d'une identité locale. Et ça, c'est un sujet aussi un peu touchy, la question d'identité, quand on parle de politique et tout ça, parce que c'est très vite approprié par des bords politiques qui m'intéressent pas du tout. Enfin, qui m'intéressent. J'ai pas envie d'être associé à ce genre de bord politique. Mais c'est un sujet qui est important. C'est-à-dire que quand on évoquait le cas de la ville du futur, etc., cette ville avec ses bâtiments et puis cette végétation collée, c'est pareil, c'est un truc stéréotypé, en fait. On pourrait l'avoir n'importe où, à partir du moment où on la perfuse d'énergie et d'eau. Donc, en fait, nos villes, elles se sont construites sur une histoire, sur un héritage. Paris, c'est le cas. En fait, on cohabite des monuments d'époques très diverses. Et c'est comme ça que se construit la ville par strates. Et ça contribue à créer... Si un touriste vient à Paris, c'est parce qu'il vient chercher cette strate-là. Et nous-mêmes, quand on voyage, c'est qu'on va chercher aussi une forme de singularité quand on va à l'extérieur. Et ça, c'est un sujet important. C'est justement comment est-ce qu'on va adapter nos villes, adapter nos bâtiments, tout en conservant les singularités et les spécificités de nos régions. Donc là, on a parlé de construction. Tu es en train de commencer à mentionner le fait qu'on pourrait faire de la rénovation. Donc ça veut dire du déjà existant. On disait qu'il y avait 80% des logements de 2050 qui existent déjà. Donc on ne peut pas se permettre de juste dire à partir de maintenant, on fait du bioclimatique. Il va falloir probablement qu'on adapte des bâtiments existants. Est-ce que c'est possible? Dans quelle mesure? C'est quoi? Alors on a parlé rapidement des volets, mais il y a quoi comme autre possibilité d'aménager? Il me semble que tu as bossé sur des projets assez intéressants là-dessus. Oui, en fait... effectivement, ce que tu disais est juste, c'est 80% de la ville de demain, de 2050, existe déjà, grosso modo. Et écologiquement, raser des bâtiments pour en construire de nouveaux, en fait, c'est un acte qui vient... ça crée des problèmes parce que, simplement, l'acte de construire du neuf est écologiquement problématique. On est obligé de recycler, de rénover, etc. C'est important. Et donc, tu disais, comment est-ce qu'on fait pour transformer? Il faut regarder, en fait, la logique avec laquelle on habitait les bâtiments par le passé. Bon, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il s'est imposé un truc dans les années 50, 60, c'est qu'on a commencé à développer ce qu'on appelle le chauffage central. C'est en gros l'idée qu'on va chauffer de manière un peu équivalente toutes les pièces. Ce qui est un peu bête parce qu'on n'occupe jamais toutes les pièces simultanément. Ça va être une très grande famille et avoir chacun dans sa pièce, ce qui peut exister effectivement. Mais en gros, cette notion de chauffage central, j'ai la même ambiance partout, elle conduit à dire, déjà, on chauffe partout parce que c'est forcément utile. Et puis, on se dit, faut que je protège tout de la même manière, faut que j'isole tout pareil, quoi, d'une certaine manière. Et dans l'habitat ancien, on n'avait pas ce truc-là. Dans l'habitat ancien, vu que l'énergie était chère, on appelle
Il y a une très belle expression d'un historien qui s'appelle Olivier Jandot qui dit c'est l'époque de la chaleur rare. C'est vrai qu'à une époque, il y avait ce truc-là. Et la fraîcheur était rare aussi. En fait, on avait une logique différente. On avait certaines pièces qui étaient des pièces chauffées ou des pièces de rafraîchissement, et puis autour, on avait des espaces qu'on appelait l'espace tampon qui amortissaient les variations entre l'extérieur et les pièces chauffées, par exemple. Donc, il faut repenser un peu la rénovation dans cette logique-là. De dire, tiens, plutôt que rénover de manière complètement uniforme, de repartir de cette logique-là, en gros, on rénove un peu comme des bourrins, est-ce qu'on ne peut pas restaurer, ramener en fait une certaine diversité de microclimatique au sein des logements. Ça, comme on peut le faire, c'est aussi en réfléchissant déjà aux éléments de confort thermique. Parce qu'on dit chauffer un logement ou rafraîchir un logement. En fait, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est chauffer les gens et rafraîchir les gens. Donc déjà, il faut poser le problème en disant il faut travailler sur le confort thermique des personnes. Et ça te gêne quand il y a... Non, on entendra à peine. On est désolé s'il y a une petite sirène, mais c'est même pas sûr que vous l'ayez entendu. Et donc, il faut repartir de la base qui est de dire le confort thermique des personnes, et on va pas, chauffer un bâtiment ou rafraîchir un bâtiment, ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi. C'est les personnes qu'on veut maintenir dans le confort. Et sur ça, on peut réfléchir aux propriétés thermiques des surfaces. Un exemple tout bête, si tu es dans une pièce qui a une température de l'air de 20 degrés, mais que tes murs sont à 10 degrés, toi, à proximité du mur, tu ressens 15 degrés. Donc tu es dans l'inconfort. Si t'es mal habillé, si t'es pas assez habillé. Donc une des logiques, c'est de dire déjà on peut corriger les effets de paroi froide. C'est un effet de paroi froide, c'est quand une paroi est plus froide que la température de l'air. Et ça, traditionnellement, si on va voir des châteaux ou des demeures bourgeoises, c'était fait avec des tapisseries, des tentures, etc. Ou même du lambris. Le lambris bois, ça servait à ça, d'avoir des revêtements en bois. Ça vient corriger en fait les propriétés thermiques de ta surface. Ça vient couper un peu cet effet de paroi froide. Ça, c'était fait très consciemment, tu penses, à l'époque ? C'était fait consciemment à tel point qu'il existait même un métier qu'on appelait, alors ça c'est un métier que j'ai trouvé dans un vieux livre début du XXe siècle, c'est un métier qui s'appelait joncheur. C'est des gens qui venaient disposer, avant l'invention du tapis, dans les maisons bourgeoises, des végétaux séchés au sol pour faire un matelas isolant en période hivernale. Et cette jonchée-là, on appelle ça la jonchée, était enlevée ensuite pour l'été. Donc après, quand les tapis sont arrivés, il y a eu ce truc-là qui s'est développé. En fait, oui, vraiment, il faut se partir du principe que chauffer est extrêmement cher. Certaines personnes, certains paysans étaient payés à la journée, donc parfois ne savaient pas le soir même s'ils allaient pouvoir chauffer leur maison. Et effectivement, il ne faut aussi pas non plus fantasmer le confort de ces constructions-là. Il faisait super froid, même dans une maison bourgeoise du 19e siècle. J'avais visité une maison à Uppsala, en Suède, du 19e. Vraiment, toute la famille, même plus relativement bourgeoise, dormait dans la même pièce, à côté du poêle de masse. Dans toutes les maisons un peu continentales, moi qui vais régulièrement en Roumanie, en fait, tu as la pièce de vie qui est centrale et qui est autour d'un foyer, et tout le monde dort à côté. T'as les poêles de masse, c'est gigantesque aussi, vous avez ça. Voilà, ça fait partie de la logique. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on va pas retourner à cette époque-là. Il faut qu'on arrive à trouver le meilleur des deux mondes, retrouver cette logique de différenciation, d'isolation stratégique. Alors, justement, je parlais des tapis, des rideaux, etc. Ce qu'on appelle de l'isolation mobile. C'est en fait une manière de corriger un peu les propriétés thermiques de mes ouvertures. Et si on prend le cas de la fenêtre, en gros, l'idée qu'on a une fenêtre toute seule, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire. Si on va voir les bâtis anciens, en fait, une fenêtre, ça avait une épaisseur. Et il y avait à l'extérieur ce qu'on appelle un contrevent. Aujourd'hui, on appelle ça un volet, mais à l'extérieur, c'est le contrevent parce que justement, il contrait le vent. Ensuite, il y avait la fenêtre, qui était à l'époque un simple vitrage, ça isolait pas grand-chose. Ensuite, on mettait un volet intérieur, et puis après, plusieurs rangées de rideaux parfois. Donc ça avait une certaine épaisseur. Et ça, c'était une manière de corriger l'effet de paroi froide. Donc, ce qu'il y a, c'est de se dire, par rapport à une logique de rénovation qui est une logique qui fait raisonner par solution. En gros, oui, c'est simple, mettez de la laine de verre partout et puis changez votre système de chauffage. Et voilà. L'idée, c'est de dire, en fait, non, on a devant nous un panel de solutions possibles qui doit être approprié à chaque contexte, et on doit pouvoir utiliser toute cette gamme-là de stratégies, de parades, pour se protéger de la chaleur ou arriver à se protéger du froid. Donc raisonner plutôt les espaces en termes d'usage et en termes de confort ponctuel et local, quoi. Totalement. Par exemple, une incohérence si on parle des questions de confort d'été, des questions estivales. Généralement, quand les personnes climatisent, pour des questions symboliques, on va climatiser le salon. Pourquoi ? Parce que c'est la pièce de réception. Et ça, c'est un truc classique, psychologiquement, c'est que les pièces dans lesquelles on accueille les visiteurs sont les pièces dans lesquelles on va essayer de maintenir l'ambiance la plus confortable. Parce que ça peut être aussi... ce qu'on veut, c'est montrer aux gens qu'on accueille qu'on a les moyens de se chauffer ou de rafraîchir. Ça, c'est un truc... espèce de constante universelle. Quand tu vas voir les palais, par exemple, tous les palais que tu as en Inde, etc., les empereurs avaient vraiment
les palais les plus rafraîchis, parce que c'est une manière de montrer leur puissance, quoi. L'Alhambra aussi, c'est pareil, c'est des stratégies de rafraîchissement incroyables du 15e siècle, juste pour rafraîchir. Oui, on prend souvent ces exemples-là Ouais. du sud de l'Espagne, Bref, c'est super intéressant. sur les pour ça. peintures blanches, sur tous ces trucs-là. Ouais. Totalement. Et si je reviens à cette histoire de mon salon climatisé, c'est que, en fait, quand on climatise le salon, c'est ça votre pièce fraîche, et en fait, c'est aussi ça qui va être votre pièce de refuge en période estivale pour dormir. Vous avez des gens qui ont des salons climatisés, mais qui crèvent de chaud dans leur chambre. En fait, la logique, quand on serait dans une logique d'habitant plutôt vernaculaire, c'est en fait, non, il faut penser que la Vernaculaire, fonction... donc ça veut dire adapté au lieu dans lequel tu te trouves, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Vernaculaire, ça va désigner vraiment le fait ce qui est vernaculaire, c'est ce qui est associé au lieu, au climat, à la géographie, au milieu dans lequel tu te trouves, ouais, totalement. Et en fait, dans l'habitat vernaculaire, tu as juste une idée que la fonction des pièces, elle n'est pas la même toute l'année, elle va varier en fonction des saisons. Donc, sur le cas de la clim, en fait, la logique voudrait que tu ailles dormir dans la pièce qui est climatisée, donc dans ton salon. Donc tu prévois que ton salon, ça soit la pièce où tu crèches vraiment en période de forte chaleur. Et ça, c'est une logique qui est intéressante de se dire, bah, tiens, comment je raisonne, etc. Parce que, par exemple, climatiser, faire du multi-split et climatiser plusieurs pièces, ça a un coût considérable par rapport à climatiser juste une pièce. Donc voilà, la fonctionnalité des pièces aussi, c'est pareil, c'est un truc relativement récent. L'idée qu'une pièce égale une fonction toute l'année, c'est un truc qui, dans l'histoire de l'architecture, manifestement assez récent. Ce qu'on voit dans l'architecture vernaculaire, donc l'architecture qui existait avant l'ère pré-industrielle, en gros, c'est que les habitants occupaient les pièces en fonction des saisons et en fait, ils se déplaçaient entre les pièces. Vous avez des chambres d'hiver, des chambres d'été. Un exemple tout bête, dans les Corbières, donc près de Perpignan, il y a un bâtiment qui a été étudié dans les années 70 où on a une chambre d'hiver qui est accolée à la cuisine, orientée à l'ouest, pour avoir en fait la chaleur de la cuisine pendant l'hiver. Et puis l'été, les habitants étaient dans une chambre qui est tout au nord, la chambre d'été, qui était ventilée par une ouverture et qui permettait d'être protégé de l'ensoleillement parce que tu étais plus au nord. Donc tu te déplaçais comme ça les activités. Ça, on appelait ça le nomadisme interne. Le fait de se déplacer d'activités au sein des bâtiments. Et c'est un truc qui est... j'ai pas investigué tous les climats et toutes les villes, etc., mais qui est relativement universel, en tout cas dans tout le bassin méditerranéen, c'est sûr. Et puis en fait, un exemple au Canada, en Suède, etc., on le retrouve vraiment partout. Surtout là où tu as des variations de température élevées d'une saison à l'autre. Ouais. Mais cette notion que l'habitant est mobile, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ça, il faut le raisonner un peu à toutes les échelles, aussi à l'échelle urbaine. Dans le cas extrême, tu as eu ça pendant les canicules de Chicago dans les années 60. En fait, les parcs se sont transformés en camping. Oui. Les gens n'ayant pas les moyens de se rafraîchir, allaient camper dans des parcs. Incroyable. Ouais, c'est ça. Et tu peux dire, bah voilà, la mobilité de l'habitant est aussi un sujet. Après, il se pose la question des personnes qui sont à mobilité réduite ou des personnes âgées qui n'ont pas cette mobilité-là et qui sont aussi les plus vulnérables en période de forte chaleur. Ça, c'est un gros sujet aussi. Mais voilà, bon, disons que le message un peu global, c'est de dire, par rapport à un modèle de rénovation qui, en gros, voilà, on met 15 cm d'isolant, on change les vitrages et puis on change le système de chauffage, en fait, on a devant nous, notamment dans le bâti ancien, qui est un bâti qui a beaucoup de qualité. Tout le bâti construit avant 1948, ce qu'on appelle le bâti ancien, il a des matériaux, plus de matériaux que nécessaire. C'est-à-dire qu'il a des matériaux, il a des murs de refend plus lourds, etc. Ça, c'est une qualité, il a ce qu'on appelle de l'inertie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, sa capacité à changer de température va être beaucoup réduite, elle va être amortie. C'est un atout, notamment pour la période estivale, parce que il va moins vite monter en température. Par contre, en période de canicule, il va moins vite redescendre à la fin de la canicule. Donc, faut se dire d'une certaine manière, il retarde les variations. Et ça, c'est un truc important à exploiter. Et quand vous isolez, par exemple, par l'intérieur, vous coupez l'effet de l'inertie. Vous l'avez fait presque disparaître, d'une certaine manière. Donc, effectivement, vous chauffez beaucoup plus vite, vous rafraîchissez beaucoup plus vite. Par contre, si vous n'avez pas un système de rafraîchissement qui est performant, votre construction se transforme en thermos, quoi. Donc, vous n'avez plus de moyen de stockage de fraîcheur. Dans un bâti ancien, un mur peut être un stockage de fraîcheur comme un stockage de chaleur. Donc, en rénovation, en gros, le principe, c'est d'éviter de se dire il faut isoler à tout prix, ventiler à tout prix et changer son chauffage à tout prix, quoi. Aujourd'hui, quand on parle de rénovation énergétique, rénovation thermique, c'est ce dont on parle, mais il faut plutôt essayer de raisonner de façon un peu plus avec une prise de recul en se disant de quelle pièce j'ai besoin, pourquoi, à quel moment, et ensuite derrière, considérer en fonction de chaque pièce les besoins spécifiques et imaginer en fait sa maison ou son appartement comme plein de petits climats différents qui vont nous servir en fonction des saisons, etc., quoi. Ça peut être la logique. Après, il y a derrière un enjeu de décarbonation du bâtiment qui est majeur. Si vous êtes chauffé chez vous avec une cuve au fioul, c'est une bonne idée de passer sur une pompe à chaleur, par exemple. Enfin, il y a un sujet derrière aussi
sur l'impact carbone de l'émetteur de chauffage, quoi, Ouais. le système de chauffage. Donc il y a ça, c'est un enjeu de remplacement qui est majeur pour le coup et qui se superpose à ce truc-là. Mais effectivement, il y a l'idée de se dire comment on aborde la chose un peu différemment. J'ai n'importe quoi. Vous avez du double vitrage des années 80 qui n'est pas de très bonne qualité. Est-ce que en mettant 1 ou 2 rideaux, vous arrivez à corriger l'effet de paroi froide que vous ressentez? Et est-ce que vous avez des volets extérieurs que vous fermez bien pendant la nuit pour essayer d'améliorer un petit peu, pas autant qu'un double vitrage performant actuel, bien sûr, mais améliorer un petit peu la résistance thermique du vitrage et un petit peu son isolation. C'est une approche qui est, on va dire, progressive, un peu, j'appelle ça low-tech si on veut, mais qui est une manière de dire, on fait un peu au cas par cas, parce que la rénovation, si on veut bien la faire, il faut faire une rénovation globale, donc il faut tout changer d'un coup, et ça a un coût. D'autant plus qu'aujourd'hui, MaPrimeRénov' est en train plus ou moins de disparaître, parce qu'il y a eu des abus qui ont été faits sur ce système-là aussi. Avec le système RGE, avec plein d'entrepreneurs qui étaient un peu trop complaisants avec le système, quoi. Enfin, qui faisaient la moitié du travail et qui récupéraient l'ensemble des subventions. C'est un sujet. Et après, encore un autre problème, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que quand on fait des rénovations trop partielles, il se passe que, en fait, les personnes vont raisonner à coût constant. C'est-à-dire que s'ils chauffaient à 18, et c'était dans leur budget de chauffer à 18, ils vont faire l'acte de rénovation, ils vont commencer à augmenter leur température de consigne. Ils vont chauffer à 22, par exemple. Ah oui, donc, en se disant, comme ça, je consomme ça me coûte la même chose qu'avant. Exactement. Mais du coup, maintenant, je me chauffe mieux. Et on se retrouve à la fin à avoir un bâtiment qui consomme presque autant qu'avant la rénovation. Ça, c'est l'effet rebond, ce qui est un truc qui est à peu près, pas très mal compris, qui est connu, mais qui est mal pris en compte dans chaque nouveau service concret. C'est constant, en fait. On raisonne à budget constant, etc. Donc, dans les bonnes opérations de rénovation, on va limiter la température de consigne, ce qui est un peu brutal. On va dire, vous ne chauffez pas au-dessus de telle chose. Ouais. Ok, hyper intéressant. Ça fait 1 heure qu'on enregistre notre épisode. Est-ce que pour conclure, tu peux me parler du projet qui t'a le plus fasciné, sur quoi tu as travaillé dans les derniers mois là, ou dernières années? Un des projets qui m'a le plus plu là, ces derniers temps, j'ai travaillé sur Ajaccio. Ouais. C'est un projet d'étude sur le centre d'Ajaccio, enfin la ville d'Ajaccio, qui est de dire on va faire un diagnostic du climat d'Ajaccio et essayer de proposer des stratégies pour rafraîchir cette ville. À Ajaccio, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément... Bon, c'est une ville touristique l'été, bien sûr, et puis il y a un recours à la voiture qui est assez systématique et qui s'explique, entre autres, selon la commande, par le fait que le confort des espaces publics est assez mauvais. C'est-à-dire que les gens prennent des voitures climatisées pour faire des petits déplacements, quoi. Le but de la commande, c'est de dire faut diagnostiquer le climat d'Ajaccio et puis proposer des points de stratégie, des points de transformation de la ville, quoi. Et notamment, un truc que j'ai découvert en étudiant à Ajaccio, c'est que vous aviez historiquement à Ajaccio 2 places. En fait, ces places avaient des fonctions qui dépendaient des saisons. Il y avait une place d'été et une place d'hiver. La place d'été très ombragée, qu'on appelait la place des Palmiers, qui était très ombragée. Et puis la place, au contraire, d'hiver, qui était beaucoup plus ouverte pour faire un peu le bain de soleil, quoi, ce truc-là. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le nomadisme, etc. Il existe presque à l'échelle de la ville. On a des fonctionnalités très différentes au sein des espaces. Et sur le cas d'Ajaccio, ce qui était vraiment intéressant, c'est de comprendre aussi quelles vont être les qualités du climat de cette ville. Notamment, parce que c'est une ville côtière, on a ce qu'on appelle une brise de mer. C'est-à-dire un vent qui va venir de la mer en journée, qui est très régulier et qui va en fait dépendre de la température entre la mer et la terre. Cette brise-là est très régulière, sauf qu'on a un effet d'incertitude avec le changement climatique, vu que la température de la mer remonte. On a des brises de mer de moins en moins fortes. Bon, ça, c'est un sujet aussi. Et le cas d'Ajaccio m'a beaucoup intéressé parce que ça fait partie de ces villes qui, sur l'espace urbain, ont planté beaucoup de palmiers. Les palmiers qu'on voit partout. Et la ville est très attachée à ces palmiers, comme exemple vraiment de ce qu'on a dans l'espace public, quoi. Vraiment une espèce de logique d'image, encore une fois. Tu vois, c'est l'image du palmier qui prime. Et alors, le palmier, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il prend une maladie, c'est un charançon rouge, qui est une maladie qui le détruit complètement. Ça coûte extrêmement cher de traiter les arbres pour les protéger de cette maladie. Donc, ça fait des palmiers de luxe, quoi, aujourd'hui, quand on a un palmier sain. Et c'est un palmier le palmier ne crée pas beaucoup d'ombrage, quoi. Donc, en termes de protection solaire et d'amélioration de l'espace public, c'est pas génial. Et un des gros enjeux de cette étude-là, ce projet, c'est de chercher des alternatives, des espèces qui sont adaptées au climat de la Corse, qui racontent une histoire sur Ajaccio, etc., et qui vont pouvoir être justement avoir un bénéfice en termes c'est un bénéfice en termes d'espace public. Et notamment une des plantes que j'ai trouvées s'appelle le plante s'appelle le Bellombra, qui c'est une plante qui a été plantée. On a des exemples à Ajaccio, même en Corse, peut-être début 20e siècle par là. Donc il y a une plante qui est particulière parce qu'elle a un tronc énorme
qui stocke de l'eau. C'est vraiment une plante assez étrange et qui couvre comme ça des grandes surfaces ombragées. C'est un assez bel arbre. Un des sujets, c'est de défendre en fait l'intérêt de cette plantation-là et de montrer en fait aujourd'hui une des limites du palmier, qui est un truc en fait qu'on voit sur toute la ville côtière, mais qui a fait perdre la spécificité esthétique de ces villes-là. Et ça, c'est franchement dommage, quoi. Voilà, ça m'a beaucoup plu parce que c'est une étude vraiment à grande échelle. Et puis il y avait une partie d'études qui se concentrait aussi sur les cours d'école, comment on améliore le confort des cours d'école, ce qui est un gros sujet aujourd'hui dans pas mal de villes, parce que c'est un enjeu pédagogique aussi de ramener de la végétation, ramener de la plantation dans les villes et la ramener au contact des enfants. Donc voilà, c'est un projet qui m'a pas mal plu. Trop chouette. Trop bien. Est-ce que tu veux que je te parle de l'autre projet Mobisolation où tu sélectionnes, ou ça te va comme non, vas-y, projet? on peut enchaîner, je pense. Ouais. À une autre échelle, un des projets qui m'a plu, que j'ai essayé de développer là récemment, dans cette logique de se dire, effectivement, à une époque, on avait des stratégies d'isolation mobile, les tentures, les tapisseries, etc., qui étaient utilisées. Ce truc-là, il est connu par certains historiens, par certains spécialistes du sujet, mais pour le grand public, l'isolation, ça reste l'isolation classique, c'est le truc qu'on met au mur, quoi. Et puis qui est caché derrière du placo qu'on voit plus. Et là, j'ai essayé de développer un kit d'isolation mobile, donc en fait un kit de tenture ou de tapisserie qu'on pourrait mettre en place chez soi, en fait en autoconstruction, qui serait vendu à moins de 100 € et qui serait fabriqué avec du feutre de laine, et une laine locale qui est développée, qui est traitée à Camarès dans l'Aveyron à partir de brebis qui sont des brebis qui fabriquent le Roquefort. Donc la laine est un coproduit qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Okay. Et l'idée, c'est donc d'exploiter un feutre de laine qui fait 5-6 mm d'épaisseur et d'utiliser justement comme correcteur thermique de surface pour corriger l'effet de paroi froide chez soi. Et en fait, on commanderait le kit et on le recevrait, et on pourrait installer ça. Ça couvrirait grosso modo une dizaine de mètres carrés. Et comme ça, on pourrait arriver à corriger temporairement. Ça ne se substitue pas à une rénovation plus importante. Ouais. Et ça permettrait de faire en fait une transition et d'essayer d'améliorer les choses au fur et à mesure. Un apport saisonnier. C'est ça. Et en plus, on peut l'utiliser en période hivernale et l'enlever en période estivale. Donc, on garde le bénéfice de l'inertie des matériaux lourds en période estivale aussi. C'est vraiment une logique mobile. Et le truc là, je l'ai appelé mobisolation. C'est pour insister sur le côté isolation mobile. Et pour justement, derrière, moi, l'idée, c'est de dire, voilà, encore une fois, on peut imaginer d'autres manières de rénover les villes et les bâtiments et ne pas se concentrer sur les quelques solutions qu'on a constamment en tête et dont on parle tout le temps, qui sont effectivement adaptées, mais qui sont coûteuses, lourdes, et puis qui vont contraindre à normaliser aussi le bâtiment. Dans le cas, on peut reprendre le cas de Paris, un des vrais sujets, c'est l'isolation thermique. Comment on fait ? Quand on isole par l'intérieur, on perd de la surface. Isolé par l'extérieur, on perd la lecture de la façade, et les bâtiments haussmanniens ont une façade qui est remarquable, donc on ne peut pas se permettre d'isoler par l'extérieur. Donc on est face à un dilemme. Comment est-ce qu'on isole ? Et ça, c'est un vrai gros sujet, quoi. Voilà. Et hyper intéressant. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. Si vous êtes encore là, vous faites clairement partie de nos éditeurs préférés. C'est vraiment le moment de mettre des étoiles sur votre appli de podcast, de mettre des commentaires sur l'épisode, d'aller regarder aussi les autres épisodes qui sont juste avant et d'aller mettre un petit coup d'écoute aussi sur cela. Ça nous aide énormément à avancer et à produire tous les épisodes qu'on produit. Il y en a beaucoup qui sont prévus dans les prochaines semaines. Donc restez là, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait. On a à peu près 30% des gens qui écoutent le podcast qui sont abonnés. Donc ça veut dire que vous faites probablement partie de ceux qui ne le sont pas encore. Donc c'est l'heure de le faire. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous dis à plus. Salut Clément. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.